Bonne année 2020 et bilan 2019. Donc, dans les prochaines minutes, en fait, j'ai décidé de prendre la parole pour vous souhaiter une belle année 2020. Donc, en ce début d'année, comme je l'ai fait là, aux gens là, sur Facebook, en fait, je me suis permis de leur souhaiter une belle année 2020 avec la santé, la prospérité financière, l'épanouissement intégral, donc sur tous les plans, et également la paix de l'esprit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est quelque chose de particulier parce que dans les heures qui ont suivi, j'étais seul en train de faire du ski de fond et il m'est venu en tête des idées. Donc, ça me parle souvent intérieurement lorsque je suis dans une situation de solitude et par rapport à la notion de faire des souhaits. Donc, ça me dit des choses, puis j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que l'esprit peut déconstruire beaucoup de notions humaines. Dans le sens qu'en tant qu'être humain, on peut vouloir, en tant qu'ego, pour plaire aux autres, leur souhaiter des belles choses, par exemple pour la nouvelle année. Par contre, au niveau de l'esprit, par rapport à l'actualisation réelle de l'élément souhaité, c'est-à-dire que la volonté de l'individu à s'actualiser certaines choses dans sa vie ou dans celle d'autres de s'actualiser, c'est une autre paire de manches. En fait, en lien avec ça, ça m'a parlé pour me réajuster. Et c'est pour ça que j'ai décidé, entre autres, de parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, dans cet esprit-là, ce que ça me dit, en fait, c'est que l'être humain peut souhaiter les plus belles choses pour les autres êtres humains, mais si le souhait n'est pas supporté par la vibration de l'esprit, donc si le souhait n'est pas à côté vibratoirement, pour employer une belle expression québécoise, le souhait ne se réalisera pas. Autrement dit, ça va demeurer une forme creuse, une forme vide. Un peu comme une prière qui est récitée n'étant pas supportée par la vibration de l'esprit. En ce sens que si les plans ne sont pas en harmonie avec l'élément souhaité, donc le double ou l'esprit de la personne impliquée ou non, tout dépendant du cas, ben ça ne s'actualisera pas. Autrement dit, quelqu'un peut souhaiter pour une autre personne la santé, parce que c'est souvent ça qui est souhaité d'une allée à l'autre. Mais si les plans de la lumière, c'est-à-dire les êtres sur le plan éthérique, les contreparties cosmiques des individus n'ont aucunement l'intention qu'un individu donné soit en état de santé, quand même que vous souhaiteriez à cette personne-là des centaines, des milliers de fois la santé, ça ne s'actualisera pas. Parce que présentement, l'être humain est sous tutelle psychique et est soumis à une programmation tant aussi longtemps qu'il n'aura pas un taux vibratoire égalisant celle de sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire son esprit. Et pour que la volonté de l'individu puisse s'actualiser, elle doit être en harmonie intégrale, c'est-à-dire totale avec celle de l'esprit. Et tant qu'il y a une dualité dans la volonté entre celle de l'ego et celle de l'esprit, eh bien, la volonté de l'ego ne va pas nécessairement s'actualiser, étant donné que la volonté de la contrepartie cosmique de l'individu a un droit de veto par rapport à son actualisation. Donc, autrement dit, si quelqu'un souhaite à une autre personne la santé, et que la personne, d'ailleurs c'est très intrusif quand on regarde ça, quand on le décompose, tu sais, quelqu'un dit, a une volonté que l'autre soit en santé, est-ce que c'est de ses affaires? Parce que c'est pas sa vie. Donc, premièrement, est-ce que la personne qui se fait souhaiter la santé veut être en santé en tant qu'ego? Puis aussi, est-ce qu'il y a un vouloir qui s'y rapporte au niveau de son esprit? Parce que si un esprit juge que pour un individu donné, c'est plus pertinent qu'il soit malade par rapport à son évolution qu'en santé, eh bien l'esprit va permettre à ce que l'individu soit malade. Donc, autrement dit, l'esprit va orchestrer des événements et des situations et même des états de santé pour amener l'ego à devenir de plus en plus transparent puis intégrer son énergie en lui. Donc, autrement dit, si pour une personne donnée
de vivre un paquet de problèmes de santé, c'est utile parce que ça va l'amener à être moins orgueilleux, cette personne-là, à être plus ouvert aux autres et aussi à son propre esprit. Donc, si ça l'amène à être davantage en disposition d'ouverture à l'intégration réelle de l'énergie et l'intelligence de l'esprit, à ce moment-là, ça devient plus intelligent qu'elle soit malade temporairement pour connaître des réajustements et par la suite accéder à une conscience plus vaste que si elle était tout le temps en état de santé. Donc, autrement dit, par rapport aux souhaits, entre autres de la santé, je prends celle-là parce que c'est un des souhaits principaux qui revient lors des souhaits qui sont faits en début d'année. C'est pas parce qu'un ego souhaite quelque chose à un autre que ça va nécessairement s'actualiser. Donc, si il y a un support vibratoire en relation avec la volonté exercée de l'ego en état d'unification réelle avec celle de l'esprit, il y a possibilité d'actualisation d'un souhait. Parce que sans ça, ça demande une forme vide, une forme qui est creuse, qui n'est pas supportée énergétiquement. Et c'est sûr que lorsque la volonté de l'esprit sera en harmonie totale avec celle de l'ego, eh bien à ce moment-là, ça sera tout le temps la volonté de l'ego qui va s'actualiser. Et l'ego a la capacité de commander à la matière. Sauf qu'avant d'en venir là, ça prend un ajustement total entre la volonté de l'esprit et de l'ego et qu'il y ait une descente, une compréhension au sein de l'ego des lois d'énergie. Et c'est sûr que ce qui peut arriver, c'est que lorsque l'ego est inconscient, il peut souhaiter des choses, mais si sa contrepartie, en vue de rehausser son taux vibratoire, évalue que c'est pas pertinent, ben ça s'actualisera pas. Puis à un moment donné, l'individu peut être contrarié d'être malade, puis il peut monter en vibration. Et l'esprit peut lui donner une compréhension de l'intelligence, du fait que cette personne est malade, et l'amener à réaliser qu'à quelque part, la maladie, dans son cas, a pu être une nécessité évolutive pour l'amener à changer en tant qu'ego de comportement, sortir de sa mécanicité psychologique pour se reconstruire autrement sur le plan psychique et monter en vibration. Donc, autrement dit, tant que l'être humain n'est pas totalement fusionné, que ce soit la maladie, les problèmes financiers ou autres, peuvent servir à ajuster l'ego en période d'initiation pour intégrer l'énergie de l'esprit. Puis une fois que l'intégration avance, se fait, ben, l'ego a de plus en plus de potentialité de manifestation et d'extériorisation de sa volonté en relation avec l'intégration de l'énergie et son harmonisation. Mais dans un sens, l'ego qui est totalement intégré avec l'énergie de l'esprit ne voudra plus des choses qu'il voulait autrefois. Donc autrefois, l'ego peut être curieux puis, par exemple, vouloir voyager partout dans le monde. Et puis, à mesure qu'il intègre l'énergie de l'esprit, puis à mesure qu'il devient sélectif pour se déplacer à des lieux qui vont être uniquement en affinité vibratoire réelle dans le respect de son identité, plutôt qu'aller d'un peu partout sur la Terre. Donc, autrement dit, le développement d'une identité modifie l'ego en s'harmonisant avec l'esprit, ce qui fait qu'il réalise l'intelligence de réajuster sa compréhension de qu'est-ce qui est optimal pour lui. Donc, l'ego inconscient peut souhaiter certaines choses, l'ego qui se conscientise en souhaiter d'autres un peu plus raffinées, puis l'ego totalement conscient, bien à ce moment-là, il y a une volonté par rapport à autre chose. Et ça se raffine avec le temps. C'est sûr que c'est intéressant de faire la déconstruction par rapport à ça, du souhait de bonne année. Parce que toute l'expérience humaine peut être revue et revisitée à la lumière de l'intelligence de l'esprit en soi. Donc, autrement dit, on peut poser la question à l'esprit, est-ce que c'est intelligent de souhaiter bonne année? Puis à un moment donné, ça peut nous répondre. On peut souhaiter bonne année puis faire une autre activité comme, par exemple, se promener à l'extérieur, à faire de la marche, à faire du ski de fond. Puis là, vu qu'on est dans un état de solitude, puis en disponibilité, puis en réceptivité, ben ça nous parle intérieurement. Puis là, ça nous amène à nous réajuster par rapport à certains éléments. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, j'ai failli de faire un enregistrement avec le titre « Déconstruction » de la célébration du temps des fêtes, que ce soit le Nouvel An, puis aussi Noël. Parce que Noël, quand on regarde ça, si j'en fais une petite lecture, Noël, c'est la fête qui est attribuée à la naissance du Christ, à la naissance du Sauveur, à la naissance de Jésus.
Donc, de fêter quelqu'un d'autre, ça ne met pas plus l'individu en puissance. Puis aussi, est-ce que le Jésus a réellement existé sur le plan historique comme l'est présenté dans la Bible? Ou est-ce plutôt un mythe? Donc, est-ce que les miracles attribués à Jésus, est-ce que c'est l'ensemble de sa vie tel que dépeint par l'Église? Ou la doctrine de la religion catholique, puis les écrits qui ont été retenus pour former la Bible ont été déterminés. Est-ce que tout ça c'est réel ou c'est de l'ordre de la croyance? Donc, c'est des questions. C'est sûr que moi, ce que ça me dit intérieurement par rapport à, dans le fond, à la question de Jésus, en fait, que le Jésus historique ait existé ou non, en réalité, ça m'apporte rien concrètement dans ma vie. Donc, j'ai pas à passer des années à débattre de la question ou de réfléchir. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le principe intelligent qui a été amené par un initié dans le passé qui a dit « Aimez-vous les uns les autres, puis faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. » Donc, autrement dit, c'est un principe d'amour, de respect qui est là. Que cette personne-là ait accompli des miracles ou non, n'en demeure pour moins que ce qui est pertinent, c'est le principe. Et de mon point de vue, la fête de Noël devrait être tout simplement la fête d'un principe d'amour fraternel de l'homme pour l'homme. Donc, autrement dit, à travers l'échange de cadeaux, qui est une forme de générosité exprimée pour d'autres personnes, ça devrait être l'expression du principe de l'amour de l'humain pour l'humain. Pas nécessairement la fête commerciale de la société de consommation où on a une pression à acheter à d'autres personnes un paquet de cadeaux, ni non plus une fête à connotation religieuse. Parce que après tout, quelqu'un qui fête la venue d'un sauveur, c'est parce que quelque part, il évalue qu'il est victime, il doit être sauvé, il est menacé. Tandis que l'individu qui est totalement conscient dans son identité, il n'a pas besoin d'un sauveur professionnel pour savoir quoi faire dans sa vie. Il peut observer l'intelligence d'un principe associé à la descente de l'énergie du principe, justement, de l'amour. Donc, aimez-vous les uns les autres, puis faites ce qu'aux autres que vous voulez qu'on vous fasse. Donc, autrement dit, respectez les autres. Ayez une forme de réciprocité psychologique. Donc, ce principe-là est très intelligent, puis il mérite d'être célébré. Donc, vous voyez que ça permet un recadrage par rapport à la fête de Noël qui peut être faite en la regardant autrement. Donc, c'est sûr que dans mon cas, en ce qui me concerne, moi, en lien avec mes proches, je ne vais pas nécessairement acheter des cadeaux. Là, c'est sûr qu'il me reste encore un peu d'âme, un peu de spiritualité. Mon frère voulait que j'achète des cadeaux pour un jeu de société où les gens pouvaient gagner des cadeaux. J'ai accepté, mais c'était des sommes minimes. Mais en tant que tel, je préfère faire preuve de respect avec les gens qui m'entourent dans la vie de tous les jours. Pour moi, la manifestation du principe de l'amour est beaucoup plus là que dans l'échange de cadeaux avec d'autres personnes à un moment donné. Tu sais, la personne... je caricature ici un peu, mais elle pourrait être désagréable à l'année, puis c'est le temps des fêtes, je fais l'échange de cadeaux, je suis, entre guillemets, à 100 bonnes personnes pour ça. Non. Quelqu'un qui intègre le principe de l'amour, c'est au-delà d'un échange cadeau, un moment ponctuel et fugace pendant l'année. C'est une implication, un engagement dans le respect des autres êtres humains qui l'entourent dans le quotidien. Donc, c'est un agissement en fonction d'une éthique en relation avec une instruction qui favorise son rehaussement de son taux vibratoire avec une impeccabilité à la fois dans l'action et dans la parole en ce sens. Donc, sinon, pour ce qui est du bilan 2019, c'est sûr que si je regarde la situation, entre autres, du Québec, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on se dirige de plus en plus vers la laïcisation de l'État. Des points importants ont été franchis dans le cadre de l'année 2019. Notamment, il y a eu le crucifix qui a été retiré du Salon Bleu à l'Assemblée nationale, donc durant cette année. C'est pas rien. C'est un geste qui est symbolique, important. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y a un crucifix qui était présent à l'Assemblée nationale et qui, dans le fond, est un signe ostentatoire qui
est en relation avec l'attachement de la culture québécoise à la religion catholique. Et là, ça a été retiré cette année. Donc, c'est un geste important pour affirmer que l'État québécois est laïque. Et aussi, le projet de loi 21, bien sûr, qui a fait beaucoup couler d'encre, naturellement. Donc, le projet de loi 21, pour les gens qui m'écoutent et qui ne sont pas nécessairement au Québec, c'est un projet de loi qui fait en sorte que toute personne en position d'autorité, juge, enseignant, policier, n'ont pas le droit de porter des signes religieux ostentatoires, donc des signes qui sont visibles, pour faire preuve d'une impartialité. Donc, autrement dit, le projet de loi est adopté. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contestations. Il va sans doute en avoir encore dans les prochaines années, mais c'est un autre pas important qui a été franchi cette année dans l'affirmation du peuple québécois à la laïcité. Et avec ces deux actions qui ont été faites cette année, la volonté de manifester un Québec qui est laïque, que je supporte là, d'ailleurs, là, est très présente. Donc, une volonté d'émancipation du carcan religieux qui a été très lourd au Québec avec la religion catholique, la religion chrétienne. Et c'est un mouvement qui est en continuité depuis plusieurs années. Donc, dans une volonté de libération puis de détachement de la religion. Parce que, après tout, autrefois, la religion, c'est-à-dire que j'appelle la religion, c'est-à-dire la religion catholique, qui était tellement présente que lorsqu'on disait la religion, ça sous-entendait la religion catholique automatiquement, était présente dans la gestion de l'éducation. Au Québec, c'était des religieux, donc que ce soit des prêtres, par la suite des sœurs qui géraient l'éducation, donc c'est quand même un élément important de la société, et aussi les hôpitaux. Tout le système hospitalier était géré par des religieux et religieuses. Donc c'était quand même important. Donc le détachement s'est fait au cours des dernières décennies. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, si on me dirait je vais aller dans un hôpital puis c'est géré par des religieux, je trouverais ça étrange. Même chose pour l'éducation, alors que c'était le cas autrefois. Donc, le détachement s'est fait. Ça a été des mouvements importants. Là, cette année, il y a eu le crucifix qui a été retiré de l'Assemblée nationale, l'adoption de la loi 21, et ce n'est pas fini. C'est un début. Parce qu'il va y avoir d'autres actions aussi qui vont être mises en place dans l'affirmation d'une identité québécoise forte et libre de la soumission à la religion. Parce qu'autrefois, la religion avait beaucoup d'impact sur la prise de décision ici au Québec, dans la gestion de la vie en général et même dans le volet familial. Si on pense autrefois les religieux qui passaient, qui faisaient du porte-à-porte là, au Québec pour amener les femmes à tomber enceintes à chaque année, on est très loin de ça. Et le détachement va se faire de plus en plus. C'est ce que je vois pour cette décennie 2020 qu'on entame. Donc, on est rendu dans les années 20 du 21e siècle. Et ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. Puis, le détachement de la religion va être plus grand au Québec que les autres provinces du Canada, là, que ce soit la Colombie-Britannique, l'Ontario, etc. Donc, dossier à suivre. Ça, c'est plus par rapport au volet collectif. Sinon, mon bilan individuel, c'est que lors de l'année 2019, ça a été une année pour moi d'exploration en tant qu'égo. Donc, il y a des gens qui m'ont envoyé sur différentes pistes. Et je pense entre autres à une personne qui me parlait des bienfaits du lit incliné vers le bas. C'est-à-dire, par exemple, me coucher avec la tête vers le haut et les pieds vers le bas, donc surélevé. C'est sûr que j'ai regardé ça, cette piste-là, en faisant des recherches sur Internet pour voir si de tel lit était en vente au Québec. Non, j'ai été voir un vendeur de matelas, de lit également. Et puis la personne quand j'ai été à voir, c'était drôle parce que j'ai dit que j'avais entendu parler de ça sur Internet. Et puis elle me dit je pensais plutôt que le contraire, que c'était bénéfique pour la santé, les pieds vers le haut, pour favoriser la circulation sanguine. Et à ce moment-là, on a une petite discussion ensemble. Elle m'a fait expérimenter un lit qu'on pouvait incliner, non pas avec un 5 ou un 12 degrés de la tête vers le bas,
mais un lit qui pouvait être incliné au milieu, donc les pieds vers le haut, ou la tête vers le haut. Puis quand j'ai expérimenté ça, ça a duré quelques secondes. Et j'ai vu tout de suite, qu'en ayant les pieds redressés, ça détend. Donc, c'est sûr que pour une personne, par exemple, qui travaille debout à journée longue, marche beaucoup, c'est l'idéal parce que ça enlève la tension qui pouvait se trouver sur les jambes qui seraient accumulées pendant une journée, notamment là, sur les mollets. Donc, ça, c'est une piste qu'on m'a amenée. Ensuite, on m'a proposé différentes pistes. J'ai fait des expérimentations avec les cristaux de roche, donc de quartz. Donc, des dégustations à l'aveugle avec ma compagne qui s'est prêtée aussi à l'exercice. Donc, c'est sûr que les dégustations que j'ai faites avec elle, donc en ne sachant pas laquelle de l'eau, parce qu'on me présentait 2 verres d'eau comportaient ou non des cristaux, ça m'a amené à voir qu'à quelque part, je voyais pas de distinction entre les deux. Donc, j'ai fait l'expérience, c'est-à-dire que j'ai mis dans un bocal, donc une fontaine à eau, des cristaux, et puis par la suite, l'énergie, en fait, la vibration des cristaux, l'encodage était supposé de rehausser le taux vibratoire de l'eau. Et par la suite, j'ai fait la dégustation en comparant de l'eau du robinet par rapport à cette eau qui est supposée être chargée d'énergie. C'est supposé être favorable pour la santé. Et j'ai pas vu de distinction. Donc, j'ai fait l'expérience une journée après, 2 jours, 1 semaine après, 2 semaines après. Et j'ai pas vu la distinction, ma compagne aussi. Donc, je dis pas que ça existe pas, là. Ce que je peux dire, par contre, c'est que chez moi, je ne vois pas de distinction. C'est peut-être un petit peu comme la dégustation de vin. Vous savez, vous avez des bouteilles de vin sur lesquelles c'est inscrit un goût boisé, là, tu sais, avec des notes boisées. J'ai déjà vu ça, alors que je le perçois pas. Donc, on peut ne pas percevoir certaines subtilités. Par rapport à la dégustation des vins, je suis très limité en perception, dans le sens que je perçois pas toutes les nuances là, qui sont indiquées, par exemple, sur une étiquette là, à l'endos d'une bouteille de vin, là, avec tout le descriptif, ce qui est quasiment poétique. Non, je ne le perçois pas nécessairement. Je vais percevoir des choses, comme par exemple, si le vin a un goût amer, je vais le percevoir avec le derrière de ma langue. C'est la même zone, en fait, qui sert à percevoir le goût amer que peut présenter le thé lorsqu'on consomme du thé. Donc, c'est souvent dans le derrière de la langue qu'on va percevoir la sensation d'amer. Ça, je peux le percevoir. Mais de percevoir plus détaillé, c'est pas mon cas. Puis c'est la même chose par rapport aux cristaux. Donc, je dis pas que l'eau chargée avec des cristals, ça fonctionne pas. Par contre, je ne le perçois pas. J'ai fait l'essai. J'ai mis des cristaux dans des baux. Puis, j'ai été dormir pour voir si ça aurait un impact sur mon sommeil, sur les rêves que j'allais faire. Et ça n'a pas été le cas. Ensuite, j'ai pris de l'eau chargée de cristal et je l'ai mis dans un contenant d'eau. Donc, une espèce de gamelle que j'ai là, pour mon chat. Et un autre de l'eau qui n'est pas chargée dans un autre contenant, parce que j'en mets tout le temps 2 à air libre pour favoriser sur l'hydratation. J'ai pas vu de distinction, c'est-à-dire que le chat n'a pas nécessairement plus bu un contenant plutôt que l'autre. Donc, à l'heure actuelle, les expérimentations que j'ai faites avec les cristaux n'ont pas été fructueuses. J'ai fait aussi des expérimentations avec la pierre de Shungit. Donc, vous pouvez taper ça sur Internet. C'est une pierre qui est réputée pour bloquer les effets néfastes des ondes électromagnétiques. Donc, c'est ce qui est prétendu par rapport à ça. Donc, de bloquer les ondes qui proviennent entre autres du Wi-Fi, aussi du téléphone cellulaire, le téléphone intelligent. Donc, j'ai passé une demi-heure à parler au téléphone avec la pierre de Shungit à côté sur le téléphone. Et ensuite, j'ai laissé se passer, puis j'ai passé une autre demi-heure à parler avec le téléphone cellulaire sans la pierre. Donc, parce que la pierre est supposée de bloquer les ondes électromagnétiques qui sont proches d'elle, à une distance là, de quelques centimètres, s'y rapportant, dans l'immédiat.
Et j'ai fait l'essai et puis j'ai pas vu de distinction significative entre les deux. En fait, j'ai rien vu de significatif entre les deux. Et puis, c'est sûr que ça fait des années que, bon, il y a plein de monde sur Internet qui ont écrit qu'il faut éviter d'être exposé aux ondes du cellulaire, d'éviter de porter le cellulaire trop proche de son cerveau parce que ça pourrait occasionner, entre autres, un cancer du cerveau par rapport au lobe du cerveau qui est proche du cellulaire. Donc, si on le fait plusieurs heures de manière consécutive. Et puis que ça pouvait engendrer une sensation de chaleur, de brûlement, etc. Mais après expérimentation, c'est sûr que j'ai pas fait d'essai à ce niveau-là. Là, j'en ai pas fait des milliers, on s'entend. Mais dans mon expérience, j'ai pas vu de différence. Donc, c'est sûr que j'ai expérimenté donc différentes choses. Pierre de Chongqing, les cristaux. L'incliné, je l'ai pas expérimenté. Quelqu'un m'avait proposé ça, mais j'ai juste été m'informer. Puis vibratoirement, en fait, ça m'a dit que j'avais pas nécessairement à changer de lit. Et puis, Pierre de Chongqing, ça m'a pas dit que j'avais nécessairement à l'utiliser. Puis, pour ce qui est des cristaux, ce que ça me dit intérieurement, c'est que, à quelque part, l'utilisation des cristaux dans l'eau, c'est pas fondamental pour moi, dans le sens que le rehaussement du taux vibratoire se fait fondamentalement par rapport aux prises de conscience que je peux faire dans ma vie, l'intégration de l'énergie de l'esprit. Donc, c'est pas les cristaux qui vont me rendre conscient à ma place. Par contre, ce que je capte vibratoirement, c'est que oui, le cristal, on peut encoder des informations dedans. Par contre, de voir à quel point il peut y avoir une codification énergétique qui se fait par rapport à l'eau, c'est une autre question. Une autre question aussi qui peut être posée, c'est est-ce que la personne qui encode les cristaux a un taux vibratoire supérieur au sien pour favoriser l'exposition à une vibration qui rehausse? Parce que si la personne qui encode les cristaux n'a pas un taux vibratoire égal ou supérieur au sien, peut-être que ça va créer une forme de nivellement vers le bas. Donc ça, c'est un autre élément à évaluer aussi. Donc, il y a plusieurs variables en lien avec ça, mais ce que ça me dit, c'est que le désir d'explorer puis d'expérimenter des choses, c'est en relation beaucoup, en ce qui me concerne, avec la curiosité de l'ego, puis faire de la prévention, au cas où que je passerais à côté d'une opportunité, au cas où que je passerais à côté de quelque chose qui changerait ma vie. Tandis que vibratoirement, ce que je capte, c'est que présentement, je tombe dans le gros bon sens en matière de santé puis de développement, parce qu'il peut exister certaines choses, ok, puis pour certaines personnes ça donne des résultats puis c'est tout à fait correct, mais ce que je reçois vibratoirement, c'est que fondamentalement pour avoir une bonne santé, c'est d'y aller avec la base. Donc ce que la médecine officielle va dire, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, donc éviter la nourriture industrielle. Ensuite, la réalisation d'activités physiques pour une bonne forme du corps. Ensuite, éviter d'être exposé à des produits chimiques toxiques, naturellement. Puis aussi d'éviter d'être exposé à trop de stress. D'ailleurs, pour réduire le stress, on peut faire une bonne gestion de sa vie, gestion des émotions, gestion de l'intellect, gestion de son rapport au travail, faire de la méditation aussi. Donc ça, c'est les 4 éléments de base qui ont été présentés dans le cadre d'un documentaire que je trouvais intéressant sur Netflix qui s'intitule The C Word. C pour cancer, et où on présente l'essentiel pour prévenir le cancer puis avoir une bonne santé. Donc, ces 4 choses-là. Et c'est sûr que l'activité physique donne des résultats, dans le sens que, en termes de dynamisation, de faire de l'activité physique, notamment du jogging de haute intensité pendant quelques minutes, ça hausse ma vibration. Ça, je peux vous le dire, ça active mon corps. J'ai plus de résultats présentement par rapport à ça que de faire certaines choses occultes, comme par exemple, que ce soit de faire une activité de prière ou de bénédiction. Donc, dans l'optique de bénéficier d'une énergie qui est plus forte, ça donne des résultats. Aussi, de faire de la canalisation de l'esprit donne des résultats. En fait, ce que je réalise avec le temps, en ce qui me concerne, c'est que le sens commun par rapport à des choses qui sont véhiculées par la science officielle, comme je viens de mentionner, favoriser la santé s'applique. Et je vous dirais, pour être honnête avec vous, que si en lien avec l'intégration de l'énergie de l'esprit, il se passait rien, ben je serais probablement athée aujourd'hui, dans le sens que
je me considère pas comme étant religieux, ça prendrait une autre catégorie entre croyants puis pas croyants, là, mais je veux dire, pour moi, il existe une réalité qui est au-delà du plan physique. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, faire de la canalisation de l'esprit à travers un enregistrement donne pour moi un résultat, et c'est pour ça que j'en fais, puis je vais continuer d'en faire dans l'avenir. Mais à part ça, les autres choses, le tai chi, ça détend. Oui, ça donne une souplesse musculaire, un peu comme le yoga. J'ai expérimenté à ce niveau-là. En termes de résultats. Ensuite, le Reiki, faire un traitement de l'imposition des mains, ça dépend, ça détend. Par contre, en termes d'activation énergétique, la canalisation me donne plus de résultats en ce qui me concerne. Plus sinon, l'activité physique, puis des conseils de base, comme travailler au niveau de l'alimentation, manger bio, ça peut être de prendre des suppléments alimentaires ou pratiquer une alimentation végétarienne dans mon cas. Je recommande pas nécessairement ça à tout le monde, mais en ce qui me concerne, ça fait quasiment 1 an. J'avais fait déjà des enregistrements, ce que j'en parlais là, sur Internet, que je me lançais dans le végétarisme intensif. Ça donne des résultats. En fait, je dis intensif, c'est-à-dire que j'achète plus de viande chez moi. Il n'y a plus de viande qui rentre chez moi depuis le mois de février de l'année passée, ce qui fait presque 1 an. Mais sinon, des fois, au restaurant, je vais manger des fruits de mer. Là, je vais manger un peu de poisson. Mais de la viande rouge, non, j'en mange plus. Puis je peux dire que ma santé est pas moins bonne qu'avant. Donc, ça me va comme régime. J'ai essayé aussi, en plus d'arrêter de la viande, d'arrêter de manger du sucre. Par contre, je suis pas capable. Je suis tellement conditionné à manger du sucre. À un moment donné, j'ai voulu manger juste le sucre contenu dans les fruits. Le sucre naturel, en fait, pas du sucre de dessert. Mais non. Mais ça me dit intérieurement que j'ai pas nécessairement à faire ça non plus, tu sais. Fait que ça, c'est un autre aspect. Sinon, pour ce qui est de mon bilan de l'année 2019, c'est sûr, ça a été l'expérimentation du végétarisme, entre autres, intensivement, qui a donné des bons résultats pour moi. Sinon, ça a été l'année où j'ai fait plusieurs voyages. Et ça a été l'année aussi que j'ai complété de visiter les différentes zones du Québec que je voulais voir. Parce que dans le passé, j'ai été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai été aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a une année, entre autres, j'avais fait la Gaspésie. Cette année, j'ai été sur la Côte-Nord, une zone que j'avais jamais explorée. J'ai été à Bécomo, j'ai été à Forestville, j'ai été à Tadoussac, avec le musée maritime proche de lieu d'exploration des baleines. Donc, j'ai fait différents voyages comme ça seul, parce que j'étais séparé de ma compagne. Donc, ça a été intéressant pour moi. J'ai été aussi en Abitibi. J'ai été à Amos. Donc, j'ai été à différentes régions du Québec. Ça a été l'occasion aussi, lors de l'année 2019, de rencontrer en personne pour la première fois Berthold, après un périple de 9 heures de route. Donc, ça travaille la volonté, faire autant de route en voiture pour rencontrer une autre personne. Donc, ça a été l'occasion pour moi de faire beaucoup de voyages. Et puis, à ma grande surprise, au mois d'août, j'ai repris contact avec mon ancienne compagne que je m'étais séparé avec elle. On a repris ensemble. Donc, il y a eu un retournement de situation totalement spectaculaire. Donc, pour récapituler un petit peu, c'est que j'ai été en couple avec elle pendant plus de 12 ans. On s'est séparés pendant un peu plus d'1 an. Et elle reprend contact avec moi, je reprends contact avec elle. On repart ensemble sur de nouvelles bases. Et à l'heure actuelle, ça fait quand même un certain nombre de mois. Puis ça va très bien. Donc, des fois, on peut dire que les événements nous surprennent. Et puis, c'est sûr que quand j'ai repris avec elle au mois d'août, c'est arrivé quelques mois. Parce que j'avais, dans le fond, avec elle, c'est sûr, en étant en relation de couple pendant plusieurs années, j'avais fait mettre des papiers illégaux, c'est-à-dire, en cas de décès, mon testament. Et puis mon mandat d'inaptitude qui était mis à son nom. Puis là, j'avais attendu 1 an que je sois séparé avec elle pour modifier ça au printemps dernier, parce que ça représente quand même une dépense d'argent. Là. Faire changer ça, un peu plus plusieurs centaines de dollars en fait. Et puis j'ai dit, je vais attendre 1 an au cas où que je reprends avec elle. Puis j'ai fait enlever son nom là, au mois de mai. Fait que là, je me suis dit, ça fait à peu près 1 an qu'on s'est séparés, donc
au cas où qu'on en revienne ensemble pour refaire les documents. Et c'est ça, j'ai fait faire ça. Puis pour moi, un an après la séparation, j'étais sûr que c'était fini. Mais non, on a repris ensemble au mois d'août, quelques mois d'après. Donc, des revirements comme ça spectaculaires qui peuvent arriver dans la vie. Puis c'est sûr que pendant cette année-là, il y a toutes sortes d'idées qui me passaient en tête. Parce que des fois, j'écoute des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Puis lui, il vit le partenariat amoureux polyérotique. Et c'est un couple ouvert. Et puis là, je songeais, je regardais qu'est-ce qu'il vivait, puis je me disais, ça pourrait peut-être être intéressant de vivre ça, d'expérimenter autre chose. Mais finalement, j'ai repris avec ma compagne dans le cadre d'un couple monogame, puis je suis très bien là-dedans. C'est sûr que ce qu'il faut dire aussi, c'est que on fait pas vie commune. On se voit essentiellement les fins de semaine, donc fait que j'ai beaucoup d'espace de solitude pour m'adonner à l'écriture, à la réalisation d'enregistrements, donc d'activités créatives. Puis, en même temps, lorsque je la vois la fin de semaine, des activités agréables. Donc, c'est sûr que d'aller au restaurant, par la suite, prendre des marches en nature, faire du ski de fond, donc des activités de loisirs, des activités de détente, c'est ce qui me convient. C'est sûr que des fois, ce qui peut être particulier dans la vie, c'est que lorsqu'on est célibataire et donc on est seul, des fois on peut l'impression de vouloir plein de partenaires ou plein de choses, puis lorsqu'on retourne avec un partenaire, finalement on peut trouver que c'est satisfaisant. Des fois le désir distorsionne les choses, puis des fois on peut être aussi dans une situation où on va s'imaginer beaucoup de choses à travers la réflexion et l'astralisation, alors que c'est pas nécessairement réel. Donc, présentement, de vivre avec une compagne, c'est sûr que présentement, je suis totalement satisfait sur le plan amoureux ou sexuel. Sinon, dans un autre ordre d'idée, lors de l'année 2019, j'ai réalisé qu'à quelque part, ce que je veux faire, c'est des activités de journée de conférence avec des gens. Là, j'ai interviewé Jean-Luc récemment à Québec pour 2 rencontres, donc le 27 et le 30 décembre, et ça a très bien fonctionné. Donc c'est sûr que pour l'avenir, je veux d'autres activités comme ça. Et en faisant des activités intensives comme ça, ça permet de baigner dans une vibration, d'en bénéficier, puis aussi que les gens en présence en bénéficient. Puis c'est sûr, ce qui est intéressant, c'est que si je pense entre autres à l'activité de Jean-Luc le 27 décembre, les gens payent 40$, vont participer à une activité, puis comme les gens déboursent un montant d'argent, c'est vraiment les gens qui sont vraiment intéressés puis concernés par ça qui vont y aller, parce que le fait de payer un argent crée un filtrage, puis c'est des gens agréables. Donc les gens qui étaient là essentiellement ont posé des questions intéressantes, les gens étaient très polis avec moi, courtois. Tandis que lorsque je fais des enregistrements sur Internet, oui, la plupart des gens vont être polis et courtois, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Par contre, il y en a tout le temps une petite minorité qui, malheureusement, n'ont pas de savoir-vivre ou ils vont faire des attaques personnelles par rapport à certains invités que je reçois ou qui vont manquer de respect. Donc ça m'intéresse pas de côtoyer ces gens-là. Et il y a plusieurs années, j'avais discuté avec un conférencier dans le domaine de la conscience qui m'avait expliqué ceci. Il m'a dit, plus que tu fais des activités où tu fais payer les gens, et plus que tu as un public qui est intéressant. Donc, il me racontait qu'il avait déjà donné des conférences gratuitement où il parlait de conscience. Puis, il y a des gens qui étaient là qui cherchaient à le mettre en boîte, des gens extrêmement désagréables. Et puis que plus qu'il faisait payer charge cher aux gens en conférence, et plus il y avait des gens qui étaient intéressés, polis, courtois. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que dans le concret, j'ai fait des observations aussi au fil des ans qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à une activité en lien avec la conscience où le prix d'entrée était quand même bon. On parle de 5$, alors que pour assister, par exemple, à une conférence, on parle d'un prix soit de 25 ou de 30$ canadiens ici. Donc, c'était nettement en bas du prix. Puis là, il y a une personne qui s'était présentée là. La personne arrive en retard, à moitié de l'activité, puis elle garoche, elle lance au conférencier 2,50$ sur la table. J'ai trouvé ça totalement irrespectueux de sa part. Puis la personne a donné ça en disant « Ah, ça vaut bien 2,50$ ce que tu dis. » Je trouvais qu'il y avait un manque de respect de la personne. Elle n'appréciait pas la qualité de l'activité.
Surtout que c'était seulement 5 $, donc elle aurait pu donner au moins le 5 $. Donc, ça m'a fait voir cette expérience-là, puis il y a eu d'autres expériences aussi qui m'ont amené à réaliser l'importance du filtrage. Dans le sens que moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter, d'échanger avec les gens qui sont vraiment concernés par la conscience supramentale pour en venir à faire des études objectives. Donc, c'est sûr que si les gens en personne déboursent un montant d'argent pour l'activité en tant que telle, que ce soit un coût d'accès de 40 $ pour un programme de conférence double, en après-midi, en soirée ou autre, ben à ce moment-là, ça permet un filtrage. Et les gens qui sont juste là pour la curiosité ou faire du trolling, pour employer une expression anglophone, donc semer la bisbille, semer la division, ben, ils seront pas là. Ils prendront pas la peine de se déplacer. Donc, à date, c'est sûr qu'en personne, par rapport à des activités, que ce soit une activité de séminaire ou des activités où les gens ont déboursé un montant d'argent substantiel, j'ai pas vu de gens qui étaient là dans un esprit de parasiter ou de dominer ou de vraiment faire de la médisance. J'ai jamais vu ça. Donc, ça me donne une mesure. C'est sûr que présentement, je caresse plusieurs projets. Notamment, j'ai mis en ligne des enregistrements privés en vente. Donc, c'est des enregistrements qui s'adressent à des initiés. Donc, des enregistrements qui visent des individus qui vivent une initiation, c'est-à-dire une mise en contact de leur esprit avec leur conscience. Donc, ça ne s'adresse pas à des curieux. Parce que ça, c'est un autre aspect qui me gruge beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que sur Internet, il y a des gens qui vont écouter mes enregistrements, puis ils prennent pas vraiment le temps de se mettre en contexte, puis vont réagir avec des réactions très impulsives ou ça manque d'ajustement, là, tu sais. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ça, c'est intéressant parce qu'on est en début d'année. Moi, je clarifie ma volonté, à quoi je veux consacrer mes énergies. C'est d'œuvrer avec des gens concernés par la conscience, qui ont quelque chose de réel à vivre avec ça, pas des curieux, des gens qui sont dans la curiosité. C'est sûr que en étant avec plein de monde sur Internet, puis on a fait beaucoup d'enregistrements gratuits aussi, ben, d'un côté, c'est intéressant parce que ça me met en contact avec des nouvelles personnes. Par contre, il y a des gens qui sont pas nécessairement concernés par rapport à ça, qui sont en contact avec le matériel. Ça, c'est un autre aspect. Ce qui fait que par rapport aux enregistrements publics, je parle à un certain niveau. C'est sûr que c'est dans l'optique de respecter les gens de la masse là, qui sont situés dans différents pays avec différentes sensibilités. Puis ça, j'en ai une mesure vibratoire, mais ça me crée une contrariété, une frustration parce que j'ai aussi la volonté d'aller plus loin dans ma parole. Puis c'est sûr que des gens qui me suivent depuis un certain nombre d'années qui sont tannés de m'entendre faire des mises en contexte, de revenir sur certains sujets, de recadrer, de faire des avertissements que c'est important de ne pas croire ce que je dis, puis de vérifier par rapport à vous-même. Donc, il y a beaucoup de redites dans mes enregistrements, dans l'optique d'adapter ça aux nouvelles personnes qui vont tomber sur ces derniers. C'est sûr que ça me crée une certaine lourdeur énergétique, puis je sais aussi qu'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin dans qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux dévoiler, plutôt que de m'auto-censurer pour respecter la sensibilité des gens sur Internet. Et c'est d'ailleurs par rapport à eux que j'ai l'intention davantage de parler en ce début d'année 2020, c'est-à-dire produire des enregistrements payants pour eux autres. Et c'est sûr que, dans le fond, le travail à caractère de développement et d'accompagnement d'un vécu initiatique, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire que les gens qui vivent un contact avec l'esprit, qui sont appelés à intégrer cette énergie-là, ben c'est intéressant qu'il y ait pour eux des activités où ils peuvent poser des questions, interagir, échanger, pour qu'un développement se fasse. Puis c'est sûr que ma volonté cette année, c'est de consacrer davantage d'énergie à faire des études objectives en relation avec la conscience supramentale, visant le déploiement d'une impeccabilité dans la parole et aussi dans l'écriture. Donc, dans l'approfondissement, parce que c'est facile de faire de la procrastination par rapport à des phénomènes de curiosité psychologique. Très facile. On est souvent récupéré, que ce soit par la TV, les médias, des révélations sensationnalistes sur l'avenir à travers les réseaux sociaux pour l'année 2020, la décennie 2020, etc. Très facile d'être récupéré par rapport à ça, mais de se consacrer à ce qu'on a à faire vibratoirement
et de s'engager dans l'action pour faire certains mouvements de réajustement. Ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, ce que je veux dire aussi, c'est que à quelque part, les gens ont à voir et évaluer qu'est-ce qu'ils ont à faire ou non en lien avec le supramental. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont à s'engager à acheter des enregistrements, participer à des activités, s'ils en ont la vibration. Il y en a d'autres, non. Ils ne sont pas concernés par rapport à ça, puis c'est tout à fait correct et ça doit être respecté. Par contre, c'est important que les gens sachent intérieurement où ce qui se situe par rapport à ça. Donc, c'est important de se situer et de se définir à travers la parole et en action en relation avec ça. Donc, sur ces considérations, je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.